Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo informative. Il y a quelques jours, je vous avais présenté deux articles qui étaient sur le site Mars Attack et qui parlaient du futur remplaçant du Leclerc et du Léopard 2. Alors, ces deux articles étaient surtout des articles sur la politique industrielle, la répartition des tâches, et effectivement pouvaient ennuyer ceux qui ne s'intéressent qu'à l'aspect, on va dire, militaire du char, à savoir sa puissance de feu, ses protections, son équipement électronique, sa motorisation, bref, ceux qui ne voient que l'aspect militaire de la chose. Ça, c'était plutôt l'aspect industriel, voire l'aspect répartition des tâches, bref, voire même des aspects, on va dire, d'actionnariat croisé, donc c'était des choses qui étaient plus... pas très intéressante pour ceux qui s'intéressent plus à l'aspect militaire. Moi personnellement ça m'intéresse, mais je peux comprendre que ça puisse être ennuyeux pour d'autres. Eh bien, ce problème est résolu puisqu'un troisième article vient de paraître qui là s'intéresse plus à cet aspect justement militaire, et vraiment, là, vous pouvez déjà vous faire une idée de ce que sera ce futur char, parce que là on parle de tout. On parle du blindage, on parle de l'armement, on parle de la motorisation, on parle des techniques actives et passives, on parle de drones. C'est vraiment super intéressant parce que vraiment, là, on se projette dans 20-30 ans, et pour passer vraiment sur les chars du futur. Et là, je dis ça parce que moi, je serai relativement plus âgé quand il sortira. Mais c'est clairement, on va passer dans un autre monde où robotique, automatisme et informatique prendront une large part dans la constitution de ces appareils, de ces chars. Au début, les chars, c'était un moteur, une cabine blindée et un armement. Et puis a été introduit les télémètres, les systèmes de visée, donc tout ce qui permet de détecter les cibles, et ensuite c'est devenu l'informatique. Et aujourd'hui on s'aperçoit que l'informatique prend une part de plus en plus importante de ces systèmes d'armes justement, et ça va être encore plus vrai dans le futur. Voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation. L'article est assez long, hein, comme toujours dans ce blog, mais c'est un article qui est vraiment excellent, enfin, qui va vous passionner, enfin, pour un peu que vous soyez passionné par les blindés et que vous vouliez avoir vraiment une idée de ce qui sera fait demain. Ok, donc je rappelle que voilà, ça a été écrit par Nathan Guin et Florent de Saint-Victor, voilà, ce sont deux personnes qui participent à ce blog. Et donc voilà, donc quelque chose, déjà, combien il va peser? Donc là, il y a une première chose qui indique, en termes de mobilité, la roue perd ses capacités de franchissement d'obstacles à partir de 32 tonnes environ. Or, la masse nécessaire à la protection du MGCS dépassera largement les 40 tonnes et imposera des chenilles. Néanmoins, les nouveautés technologiques à venir permettent d'optimiser les performances pour ne pas créer des monstres de 70 tonnes et plus. Elles pourraient être des automatismes poussés limitant l'équipage et donc la masse nécessaire de la cellule de survie. Une protection limitant la nécessité de blindage passif lourd en utilisant des solutions innovantes de destruction à distance des menaces arrivantes, comme le système Hardkill. Alors pour mémoire, Hardkill, c'est genre un missile arrive, c'est le système trophée, je sais plus si c'est israélien ou soviétique, mais en gros, quoi, t'as un missile qui arrive, il est détecté et juste avant l'impact, il y a une espèce de grenade à fragmentation qui va exploser dans sa direction avec une gerbe dirigée qui aura pour effet de détruire la tête et donc de le rendre inoffensif parce qu'il va percuter le char, mais comme quelque chose sans on va dire charge creuse ou sans explosif. Donc voilà, il neutralise la charge ou il endommage tellement le missile qu'il ne fonctionnera pas à l'impact. Voilà, donc c'est ce système Hardkill. Donc une différenciation des armements selon les plateformes plutôt qu'un seul armement très lourd polyvalent comme est actuellement le canon de 120 sur le Leclerc. Donc déjà on voit
qu'est-ce qui va? Ça sera un chenillé, mais on s'en doute, parce que Leclerc, qui a commencé à 52 tonnes, aujourd'hui, avec toutes ces améliorations, arrive plutôt dans les 56-58 tonnes. Donc, voilà, donc c'est 56-58 tonnes, avec des améliorations futures qui vont arriver, là, les kits Azure, tout le tralala, qui rajoute du poids, des surprotections, donc on va dire que même si on souhaite garder une enveloppe au niveau du poids, je pense, inférieur à 60 tonnes, on va être quand même obligé d'avoir toujours des choses, des véhicules à chenilles. Donc ça, c'est quelque chose qui va perdurer, visiblement, mais ça, on s'en doutait un petit peu. Les antigraphes, c'est pas encore pour demain, je pense. Hein. Voilà, donc, il y avait... Alors, attendez, parce qu'il faut que... Oh, merdoum. Bah qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Ah bah il faut que je clique dessus, je suis bête. Bon, on va ouvrir là. Oh bah, bonjour la rapidité. Hein. Voilà. Un panel large concernant l'armement. Donc une hausse du calibre des munitions pour un pouvoir de destruction accru à courte portée face à d'autres chars. Des missiles hyper véloces. Donc la différence... Aujourd'hui, on a des missiles anti-chars, mais qui ne sont pas hyper véloces. Donc ça veut dire hyper véloce, c'est beaucoup plus rapide que ceux qui existent actuellement. Pour défaire les chars à moyenne portée, des munitions de précision tirées par des canons ou des missiles anti-chars pour des cibles à longue portée, notamment des engagements hors de vue ou le non-line of sight, le NLOS, oui, c'est-à-dire que ça existait déjà, enfin, il y avait des munitions qui étaient prévues à l'origine, c'est-à-dire que vous tirez une munition, elle est dotée d'un capteur, ou alors il y a un désignateur à l'autre bout qui permet de désigner une cible. C'est un peu comme ce qui se passe actuellement avec les munitions d'artillerie. Donc en gros, ça serait doter un char de munitions de type artillerie, type bonus, c'est-à-dire que vous tirez, vous larguez, et ensuite il va se diriger à longue distance. Donc ça impliquerait un tir balistique, donc un tir... avec, j'allais dire en altitude, mais avec une forte cloche, là, et donc une grande courbe pour augmenter la portée, et ça permettrait effectivement des tirs à longue portée pour neutraliser, par exemple, des colonnes blindées qui arriveraient. Des lasers côté énergie pour défaire des drones à courte moyenne, un armement téléopéré, donc des tourelles non habitées, comme ça se fait désormais lors des modernisations des chars, puisque on sait qu'une des raisons pour lesquelles il y avait des membres d'équipage qui étaient blessés, voire tués, c'est quand le mec il sortait dans son char, prenait sa doucette et puis il faisait pan pan pan. En face, il y avait des mecs qui avaient des snipers, ils tiraient dessus, voilà. Là, on voit qu'en Afrique, quand les soldats français participent à des opérations internationales, ils y allaient pour les premiers VBL ou VAB, ils y allaient dans des tourellots qui étaient complètement découverts, et c'est là qu'ils se faisaient blesser. Donc depuis, on a fait des tourellots protégés, ce qui me paraissait quand même un peu évident, et ça a quand même diminué. Donc je veux dire, aujourd'hui, on a la solution, c'est des tourellots qui sont téléopérés, c'est-à-dire la mitrailleuse extérieure pour la défense à courte portée, en plus des grenades antipersonnelles qu'on peut projeter quand il y a des gens qui s'approchent trop près de votre blindé, ça vous permet de vous défendre. Alors, l'armement principal, je ne vais pas m'étendre, mais il y a toute une partie sur 130 mm ou 140 mm. Je vous le laisse lire, c'est intéressant. Mais ce qu'on peut en dire, c'est que de toute façon, les Français, enfin les Allemands tiennent toujours, ils disent il faut 4 hommes d'équipage, mais les Français répliquent, et ça je pense avec beaucoup d'intelligence, parce que eux, déjà que la fiabilité d'un automate, c'est-à-dire d'un système automatique de rechargement, ça permet de gagner de la place, et je veux dire, c'est quand on est plus petit, on est moins gros, voilà, enfin bref, lisez, c'est mieux expliqué que je ne le fais. Robotisation, voilà, donc les choses, c'est des robots. Là encore, ce qu'on explique, c'est que le robot, ça ne sera pas Terminator. Clairement, on va pas mettre des mecs avec leurs petits algorithmes qui vont se balader sur un champ de bataille et qui disent tiens, il y a un bonhomme, on va tirer dessus, pam, pam, pam. Non, le robot, ils disent que, par exemple, pour piloter des robots, il faudra un groupe de 2-3 hommes pour le téléopérer, c'est-à-dire qu'il y aura un conducteur, et puis il y aura un... Alors, donc,
on va dire que les hommes seront protégés, mais les robots, eux, seront, on va dire, des pièces qui seront sacrifiables. Le problème est sacrifiable à au coût aussi. Parce que je veux dire, que est-ce qu'on va faire des robots aussi protégés qu'un blindé, et donc on va dire ouais c'est pas important, mais c'est perdre un char qui coûte très cher. Donc voilà, ça va être un équilibre entre quel rôle va jouer ce robot. Est-ce que ça va être plutôt des petits robots, par exemple des mineurs, qui seront là pour détecter des cibles, enfin bref, tout ça c'est encore à fabriquer, mais c'est intéressant. Le combat collaboratif, tout ça justement, quel va être son rôle dans ce type d'activité. Les briques technologiques possibles du côté de Nexter. Donc là, on va regarder tout ce que, je veux dire, Nexter peut proposer. Et donc, le développement des munitions pour l'armement principal, français évidemment, donc le 140 mm, donc Low Impulsion Telescoped Ammunition, parce que les munitions qui étaient proposées pour le 140 mm et qui ont été testées, c'est des trucs, c'est quasiment aussi grand qu'un bonhomme, hein. C'est énorme, et quand je dis énorme, c'est vraiment énorme, hein. Donc clairement, là, c'est pas manipulable par un homme, et donc le principe de la munition télescopée, ça existe déjà sur le 40 mm, c'est-à-dire que quand vous avez un obus flèche, il est intégré dans l'obus, à proprement parler. Je crois que dans le 40 mm, si je dis pas de bêtises, en fait, la seule partie métallique que vous avez, c'est le culot, où il y a l'amorce qu'on va percuter, qui va mettre le feu aux poudres, et qui va faire partir la flèche. Donc, si vous n'avez pas une flèche devant, et si la flèche est intégrée au lot de poudre, en fait, ça raccourcit vachement la munition. Et la taille de la munition, ça peut être de la taille de la flèche. Si vous avez une munition qui est plutôt grande, mais d'une taille raisonnable, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir des flèches relativement importantes, et pour un canon de 140 mm avec une grande flèche, un pouvoir de destruction tout simplement énorme. Voilà. Donc ça c'est intéressant, parce que je veux dire que les munitions, quand ils ont testé sur le Terminator, le fameux Terminator, l'augmentation de la nuque de Tourelle, elle était très importante, parce que les munitions étant tellement grandes qu'il a fallu vraiment tout modifier, et que ça fait quelque chose de véritablement gigantesque. Donc raccourcir cette munition, c'est une excellente chose. Des blindages réactifs en cours d'essai. Donc là, c'est pareil. Protection, masse maîtrisée. Donc ça veut dire meilleure protection avec moins de poids. Et voilà, des systèmes sur la furtivité active. Alors la petite intermède, en gros, parce que j'ai vu des vidéos, vous avez par exemple un char qui traverse comme ça. Il va traverser comme ça, devant vous. Là, en fait, vous allez avoir des plaques qui vont comme des téléviseurs. Derrière, vous allez avoir un système qui va filmer l'arrière. Et en gros, là, ça va retransmettre ce qui devrait voir normalement s'il n'y avait personne devant. Alors ça, c'est un système qui date déjà des années 80. Alors aujourd'hui, je pense qu'avec toutes les nouvelles technologies, tous les alliages non métalliques qui existent, qui ont des propriétés électriques, je suis persuadé qu'on peut faire des revêtements, et d'ailleurs on parle bien de peau intelligente pour les avions du futur, c'est-à-dire que le radar ne serait pas non seulement dans un cône à l'avant, mais que la totalité de l'avion sera recouverte d'une peau intelligente et entre guillemets capable d'émettre, et donc l'avion deviendrait un radar lui-même et serait capable de surveiller 360 degrés, aussi bien en bas, en haut, que sur les côtés. Voilà, donc il serait vraiment dans une sphère où tout ce qui rentre dans cette portée de détection serait détecté. Il n'y aurait plus de possibilité d'attaquer, de venir par l'arrière et de descendre sans qu'il s'en aperçoive. Donc il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Maîtrise des plateformes robotisées. Voilà, toc. Homme-robot. Les éléments... Alors voilà, autre chose. Il y en a certains qui disent remplacer la doucette coaxiale par un canon de 40 mm, parce que le consortium, donc c'était international, a mis au point des munitions dédicacées, on va dire, à la lutte antiaérienne, et donc, mais ça serait des engins absolument meurtriers. Donc voilà, mid-term plan and beyond, alors donc plan à moyen terme et au-delà. Donc des munitions de 120
nouvelle génération, donc les munitions de 140, des nouveaux, voilà, donc ça je ne sais pas ce que c'est, voilà, mais c'est tout ce qui concerne la munition, et donc là le fameux Airburst, ça doit être la munition, non c'est pas la munition de 40, pourquoi? Parce que la cartouche elle est à l'extérieur, alors que sur l'autre elle est intégrée. Voilà, petite remarque, donc ça c'est LU, ça doit être Lucher. Lucher, c'est une compagnie française qui fait des obus surtout pour les canons, l'artillerie. Ensuite, donc du côté de Rheinmetall, sans faire une liste aussi exhaustive, donc voilà, donc Live Virtual Construction Simulation, donc comme on a vu, le L51 de 130 mm, dévoilé en 2007 et présenté en 2019 comme explicitement associé au programme MGCS, alors travailler sur un démonstrateur de tourelle inhabitée de canon de 130 mm équipé d'un système de chargement automatique. Donc en gros, il travaille. La seule différence avec le canon de 140 mm, c'est qu'il existe, c'est qu'il a déjà tiré, et c'est qu'il a déjà montré qu'il avait des performances qui explosaient celles du canon de 120 mm. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, si les Français travaillent sur des munitions raccourcies, je pense que ça peut le faire. Et d'autre part, le canon de 140, surtout, c'est qu'ils ont montré qu'il était capable de rentrer dans une tourelle pour un poids relativement léger. Ensuite, donc, vous avez des projectiles à longue portée, ce que je vous disais tout à l'heure, là, pour les tirs. Donc, l'Institut Saint-Louis, l'ISL, des apports variés de l'ISL. Alors, ISL, c'est l'Institut Saint-Louis. L'Institut Saint-Louis, c'est un institut franco-allemand qui est spécialement dédié à la recherche militaire, mais la recherche vraiment théorique. Eux, ils travaillent sur la conception des fameuses briques technologiques qui doivent permettre de sauter, on va dire, un pas en matière de technologique et de maîtrise de ces technologies, de manière à pouvoir les mettre en œuvre sur un système futur. C'est eux qui sont à l'origine de l'obus, que les Français ont pris, mais pas les Allemands, et qui fait que, à l'époque, un canon avec l'obus était capable de défoncer n'importe quel char, parce qu'ils avaient un obus à charge creuse qui était stable, qui avait une trajectoire plane et pas un truc, un tir balistique, qui fait qu'il il pouvait être difficilement tiré à longue distance et que sa précision au-delà d'un certain nombre de mètres devenait un peu aléatoire. Donc là encore, donc moi je mise beaucoup sur l'Institut Saint-Louis parce que c'est vraiment, ils ont vraiment beaucoup travaillé et ils sont vraiment à l'origine de beaucoup de choses. Le 140 mm, c'est eux, je veux dire, et généralement ils font, c'est pas des cons quoi. Alors que, enfin, excusez-moi, mais Rheinmetall, c'est surtout beaucoup de marketing. Mais le problème, c'est que des fois, le marketing, ça vous vend de la merde, mieux que des trucs qui sont bien, mais qui sont mal défendus, parce qu'un chercheur, il vous dit c'est le meilleur, mais l'autre va vous dire « Ouais, non, mais le 130 mm, c'est super, vous allez voir, c'est magique. » Ouais. Moi je travaille dans une grosse boîte, je sais que des fois le marketing ils disent beaucoup de conneries et qu'après il faut ramer pour rattraper leurs conneries justement parce que soit c'est pas prêt, soit c'est de la merde, soit il y a plein de problèmes. Je suis au courant. Donc domaine de la survivabilité, enfin bref, je vous laisse là. Il y a plein de choses. La motorisation. Donc là, on va pas s'arrêter dessus, mais je veux dire, vous voyez, on parle d'Arcus, donc anciennement Renault, la branche militaire de Renault, qui met en avant son expérience dans le domaine du moteur électrique. Et donc, en gros, on vous explique qu'il pourrait y avoir une motorisation hybride, donc à la fois électrique et à la fois essence, diesel, enfin thermique on va dire. Pourquoi? Eh bien l'électrique sera utilisé par exemple dans les phases de combat rapproché. C'est-à-dire qu'un moteur, vous vous rappelez, vous me dites, hein, quand tu es sur War Thunder, tu peux repérer le bruit du moteur. Et bien là, vous avez un moteur électrique, vous entendez rien. Voilà. Et puis quand vous devez faire de la distance, quand vous devez aller au feu, si je dois dire, là, ou si vous devez avoir de la puissance et puis donner tout ce qu'il y a dans le ventre de la bête,
Alors là, c'est la motorisation thermique, l'essence, moteur à essence, tout ça, qui va dépoter et qui va être là pour permettre de franchir soit de grandes distances, soit des petites distances, mais très rapidement, avec une accélération, comme on connaît sur le Leclerc, qui est capable de griller une Porsche ou une Alpine, enfin une voiture de compétition, quoi. Voilà, donc c'est vraiment très, très très intéressant. Alors ensuite, on arrive à des choses vraiment un peu futuristes. Le CETAS, See-Through Armor System. Alors, pour vous traduire direct, hein, voir au travers de l'armure système. Donc un système qui permet de voir à travers une armure. Je vous laisse lire le reste, mais vraiment, là, on rentre dans le domaine de la science-fiction, parce que c'est ni plus ni moins qu'un lidar qui permettrait de rendre un peu transparent un char pour voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, VADR, capacité d'observation déportée par micro-drone. Ça a été proposé, ça je pense que c'est plutôt du côté français, parce que sur certains dessins où on voit le Leclerc du futur amélioré, on voit des petits tubes de lancement verticaux sur l'arrière de la tourelle, où justement sont éjectés des drones de surveillance qui sont là pour, on va dire, servir d'alerteurs, de système d'alerte, on va dire plutôt, pour prévenir, pour avoir une vision, elle aussi, un peu élargie sur des secteurs où on voit pas les côtés, l'arrière. Donc en gros, ils vont survoler le char, voire même le devancer un petit peu, de manière à détecter des cibles ou d'éventuelles embuscades, et lui permettre de réagir si la situation le demande, quoi. Multifunctional Self-Protection for Vehicle, donc un système de protection actif non cinématique conçu pour contrer les menaces de type ATGM. Donc le volet détection est constitué par 4 senseurs hybrides passifs, toc toc. Voilà, chaque tête contient un senseur d'alerte ATGM, rayonnement UV. Le brouilleur, donc ça serait, contrairement au système hard-kill, c'est-à-dire où on va projeter quelque chose, là on va brouiller, ça sera un système de brouillage, et ça existe déjà. Mais j'imagine que ça serait largement amélioré. Donc des industriels travaillant en parallèle sur d'éventuelles briques technologiques, donc ça c'est d'autres personnes qui pourraient intervenir. Voilà, donc KV-, tac tac tac, là je pars rapidement. Et donc, une chose qui m'a fait réagir, c'est pof, 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 la robotique, counter UAV, donc ça serait pour... Enfin, bon, je le retrouve pas. Voilà, c'est ça. Milrem robotique, je pense que c'est ça. Donc Leonardo, ça serait les Italiens, donc c'est des groupes allemands. Milrem, voilà, allié en France avec le groupe CNIM. Pour CNIM, c'est ceux qui font les bateaux, les ponts flottants, CNIM, pour ceux qui ne savent pas. Proposer quelque chose en travaillant avec une externe, développer un standard avec des senseurs et charges comme ça. Zut, j'ai cru voir, enfin bon, bref. En tout cas, sachez-le, et je vous invite vraiment à le lire, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment des 3 articles, c'est sans aucun doute celui qui vous plaira le plus, parce que c'est vraiment l'article qui va vous permettre de vraiment rentrer, on va dire, de vous faire une image du char du futur. Je l'ai passé sûrement un peu rapidement, mais on parle aussi d'armes électromagnétiques, de lasers, de choses comme ça. Bref, il y a vraiment plein de choses qui va vous faire un peu rêver, et qui vous... Moi, franchement, après, c'est un peu un kit, une boîte à idées, où tu te dis, ouais, moi j'aimerais bien ça, ça, ça et ça, et tu arrives à des mastodontes de 150 tonnes, là, bardés de canons, voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé, et qui, je le pense, pourrait vous intéresser aussi. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je le répète, lisez-le parce que c'est vraiment intéressant. Si vous aimez les blindés,
Et si vous voulez avoir véritablement, là pour le coup, une idée de ce que pourrait être donc ce successeur du Leclerc et du Léopard 2, et je pense qu'il va devenir le standard mondial, et en tout cas occidental, et quand je lis ça, bah, je me dis que l'Armata, oui, bah, c'est bien, super, mais franchement, je pense que là, l'Armata, eh ben, il pourra mettre son canon de 152 mm, parce que pour l'instant, il a gardé son 120, parce qu'il va avoir affaire à forte partie. Mais comme vous le savez, s'il y a un pays que j'aime bien au niveau des blindés, c'est les Russes, donc je dis ça tout à fait amicalement. Et puis très sincèrement, entre nous, je ne souhaite pas qu'il y ait de bisbille entre l'Europe et la Russie. Mais franchement, très 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 intéressant, il y a plein de choses à... Voilà, on rappelle l'Institut Saint-Louis, pour moi, vraiment un grand grand institut européen franco-allemand, hein, il faut savoir que c'est franco-allemand. Au moins là-dedans, on va dire que le travail entre l'Allemagne et la France marche correctement, et ce, depuis très longtemps, depuis très très longtemps, et donc il y a un véritable esprit européen là-dedans. Donc c'est plutôt une chose intéressante. Et donc là, demain, vous avez le futur char européen, parce que il y a tous les pays européens, tous ceux qui ont acheté le Léopard, voudront le successeur du Léopard. Et puis, ça sera, je veux dire que la marque française, j'espère qu'elle sera dedans. Et sans doute, parce que de toute façon, tout ce qui sera automatisation, les drones, enfin les Français veulent quelque chose d'assez actif. Après, voilà, il faut voir les besoins, et il faut pas que qu'on arrive comme le Tigre, où on fait 50 modèles de Tigre qui sont pas absolument, qui n'est plus dans cette mesure, on va dire, économiquement viable, parce que chacun veut sa mouture. Moi je veux un canon en bas, je veux le radar en bas, je veux le radar en haut, je veux des missiles anti-air, je veux des roquettes, du machin, à force d'avoir fait, on a fait tellement de variantes que ça en devient... c'est pas, il n'y a aucune rentabilité dans ce programme. Donc franchement, j'espère qu'on va avoir un modèle de blindé qui sera unique, avec peut-être quelques petites options, hein. Pourquoi pas, on va dire, vous voulez le canon de 130 ou le canon de 140, voire, et puis après, de toute façon, visiblement, ça va servir de base à toute une famille de blindés, qui va du domaine de l'artillerie, de l'anti-aérien, voilà, donc c'est un programme qui va être très... qui va bien, on va dire, qui va servir de moule aux futures armées européennes. Moi je parle pas d'armée européenne parce que j'y crois pas trop, sachant qu'il y en a plein qui veulent pas se mouiller, donc il n'y a que la France qui restera l'armée européenne, avec quelques pays qui viendront de temps en temps. Mais c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment un truc, là, moi, qui m'a vraiment passionné, à lire absolument pour ceux qui aiment bien les chars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao!